L'histoire d'aujourd'hui, elle se déroule sur une île que vous connaissez peut-être pour sa biodiversité exceptionnelle, la Nouvelle-Guinée. Et on va découvrir l'incroyable aventure de Tim Flanelly et d'un animal rarissime, un kangourou arboricole qui s'appelle le dingiso. Tim Flanelly, c'est lui. C'est un paléontologue et un mammologiste australien. Et mammologiste, ça veut pas dire qu'il étudie les mammals, ça veut dire que sa spécialité, c'est l'étude des mammifères. Et Tim, en 1980, il est chercheur dans un musée en Australie, et sa spécialité, c'est l'évolution de la biodiversité dans le temps. Donc il vit sa belle vie de chercheur, et je sais pas, il doit un peu s'ennuyer, et il se dit que ça peut être sympa de vivre une aventure tout en découvrant de nouvelles choses sur la faune historique de son pays. Alors il va organiser son escapade, et il opte pour l'exploration de l'île de Nouvelle-Guinée. Et là on se dit, il est chelou Tim. Il veut en savoir plus sur la faune historique de son pays, et au final il se barre ailleurs. Et ben en fait c'est plutôt logique, puisque lors du dernier épisode glaciaire, le niveau de la mer il avait tellement baissé qu'il y a des ponts terrestres qui sont apparus entre la Tasmanie, l'Australie et la Nouvelle-Guinée. En gros ça ressemblait à ça, et ce continent il s'appelait le Saoul. Donc à cette époque, les espèces, elles ont pu migrer librement entre ces trois îles. Et Tim, il est plutôt smart. Il se dit que si elles ont pu voyager tranquillement, il doit pouvoir retrouver des similitudes entre les espèces de la Nouvelle-Guinée, la Tasmanie et l'Australie. Et vu que la Nouvelle-Guinée, c'est une île qui a presque pas été étudiée, il se doute qu'il doit y avoir encore plein de choses à découvrir. Donc à ce moment-là, ça réveille son âme d'enfant et son âme de chercheur passionné. Mais pour réaliser son voyage, il a bien conscience d'un truc, c'est qu'il va pas pouvoir le faire tout seul, il va avoir besoin d'aide. Il en parle à ses potes directeurs de musée en Indonésie, excuse Tim, on n'a pas exactement les mêmes potes, et ils lui disent qu'il y a une région qui a été particulièrement peu explorée en Indonésie, et c'est les hauts plateaux de la chaîne de montagnes centrale de l'île. Cette chaîne de montagnes, elle traverse tout le pays d'est en ouest, et son plus haut sommet, il culmine à 4900 mètres d'altitude. Sauf que cette zone, elle est occupée par une population autochtone qui s'appelle les Moni. Et les Moni, ils sont plutôt méfiants. Ils voient bien que la majorité du temps, quand il y a des étrangers qui débarquent, c'est pour une raison bien particulière, c'est la thune, la thune, la thune. Et donc majoritairement, ça rime avec déforestation et exploitation. Mais Tim, il a beau être débrouillard, c'était pas trop dans ses plans de se balader tout seul avec une machette dans la forêt tropicale de Nouvelle-Guinée. Donc il a bien conscience que la première étape, ça doit être de devenir pote avec les Moni. Il a vraiment un cercle amical ultra particulier, Tim, quand même. Alors il va faire plusieurs voyages dans la région avec pour but principal de passer de plus en plus de temps avec les Moni. Et déjà lors de son premier voyage, il va découvrir 2 nouvelles espèces dont un rat géant. Et là, il se rend compte que ses potes qui pèsent là, ils avaient raison, c'est l'endroit parfait pour découvrir de nouvelles choses. Mais c'est pas encore le moment de se concentrer sur la faune. L'objectif principal, c'est de tisser du lien avec les Moni. Donc il se focus pour apprendre à les connaître et comprendre leur mode de vie. Et nous aussi, on va un peu s'intéresser à eux. Les Moni, ils sont 20 000 à peu près dans la région et ils sont divisés en différents clans. Et comme beaucoup de peuples autochtones, ils sont profondément liés à la nature et ils sont persuadés que tous les êtres vivants sont dotés d'esprit. Donc ils pratiquent pas mal de rituels pour honorer ces esprits et maintenir l'harmonie avec le monde naturel. Et les Moni, ils sont complètement déconnectés du monde moderne qu'on connaît. Ils vivent de 3 choses seulement, l'agriculture, la cueillette et la chasse. Ok, on va fermer la parenthèse des Moni et on va revenir à Tim. Ils comprennent bien que Tim c'est juste un passionné, qu'il cherche pas du tout à exploiter, à déforester, et que son objectif c'est pas du tout la thune, la thune, la thune. Donc ils vont décider de s'associer à lui pour étudier la biodiversité locale et plus particulièrement les mammifères. Et à partir de ce moment-là, ils vont s'ouvrir à Tim. Et ils vont lui parler d'une espèce de kangourou arboricole qu'ils considèrent comme leur ancêtre. Et Tim, il sait très bien ce que c'est un kangourou arboricole, mais nous on va creuser un petit peu pour en savoir plus. Un kangourou arboricole, c'est un kangourou qui vit dans les arbres. Et la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que fout un kangourou dans les arbres ? Et la réponse c'est très simple, c'est vu qu'il n'y a pas de singes du tout dans ces régions-là, et il y a certains mammifères qui ont évolué pour commencer à habiter dans les hauteurs. Et au moment des voyages de Tim en Nouvelle-Guinée, il y a 11 espèces de kangourous arboricoles qui sont connues et qui vivent en Nouvelle-Guinée et dans le nord-est de l'Australie. Et ces 11 espèces, elles mangent toutes des feuilles et des fruits. C'est tout. Et malheureusement, elles sont toutes, les 11, en danger critique d'extinction. Mais apparemment, le kangourou que les Moni considèrent comme leur ancêtre, il a un pelage noir et blanc. Et Tim, il a jamais entendu parler d'un kangourou arboricole au pelage noir et blanc. Et ils décident ensemble de créer la première documentation occidentale de cet animal.
Mais bon, si ce kangourou il a jamais été documenté, c'est bien qu'il y a une raison. Et la raison, c'est qu'il est extrêmement rare. Même les monis, ils le croisent que très rarement. Mais ils connaissent une zone où ils ont plus de chances qu'ailleurs d'en apercevoir. Et cette zone, c'est celle-ci là. Alors c'est minuscule, et ça se trouve entre 3000 et 4200 mètres d'altitude. Donc ils savent que ça va être tout sauf évident. Là, c'est le début d'une longue épopée. Ils vont passer plusieurs semaines à arpenter la jungle tropicale à la recherche du dingiso. Et je sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans une jungle tropicale, mais c'est pas le truc le plus facile où on peut se frayer un chemin. Donc après les heures de marche pendant la journée juste pour faire 2 bornes, ils installent leur camp soit dans des plaines, soit dans des cavernes pour passer la nuit. Et un jour, en pleine journée, Tim, devant lui, il voit les monis lever les bras au ciel. Et c'est le signe. C'est le signe qu'ils font quand ils croisent un dingiso. Grâce à ça, ils déclarent leur présence et ils montrent leur respect envers cet animal qu'ils considèrent comme l'esprit de leurs ancêtres. C'est donc en 1994, 14 ans après son premier voyage en Nouvelle-Guinée, que Tim, et par la même occasion le monde scientifique occidental, découvre la 13e espèce de kangourou arboricole, le dingiso. Et Tim, il sait très bien que c'est une découverte majeure. Le dingiso, il a des pattes arrière assez courtes mais ultra puissantes qui lui permettent de faire des grands sauts d'arbre en arbre. Mais pour ça, il a besoin d'une densité assez importante. Plus la jungle est dense, plus il peut se mouvoir facilement et donc trouver des sources de nourriture accessibles. Mais on se rappelle des étrangers qui arrivent en Nouvelle-Guinée avec une obsession, la thune, la thune, la thune, et généralement c'est pour planter des palmiers, pour faire de l'huile de palme. Et qui dit plantation de palmiers, dit destruction de la jungle et donc perte de densité et de diversité. On sait donc que le dingiso, il est très probablement voué à s'éteindre dans les années qui arrivent. Tim, il va publier toutes ses découvertes dans un livre qui sort peu de temps après, qui s'appelle Mammals of New Guinea. Et le dingiso, c'est pas du tout la seule espèce qui est décrite pour la première fois, parce qu'en tout, c'est 17 nouveaux mammifères qui sont présents dans ce livre. Mais il a l'air incroyable ce livre du coup. Bon, on va voir si on peut se le procurer. Donc, tac, c'est ça. Et son prix est de... Ah ouais, ça pique. Bon, on va pas le lire tout de suite, hein. Mais ça montre bien l'importance et l'impact qu'il a eu et qu'il a toujours sur le monde scientifique occidental. Et Tim, grâce à son livre, il a donné envie à plein de gens de découvrir la Nouvelle-Guinée. Et notamment la BBC qui, en 2009, décide de réaliser un reportage sur les écosystèmes du Pacifique Sud. Et eux, ils ont de la chance, puisque Tim, il les met directement en relation avec les monis, comme ça, ils économisent 14 ans, et ils peuvent directement tisser du lien et avoir leur confiance. Donc rebelote, ils vont se remettre à chercher le dingiso. Et après 11 jours de recherche, ils vont une nouvelle fois trouver cet animal. Et c'est la première fois qu'il est filmé. Encore aujourd'hui, c'est les seules images tournées qu'on a de cet animal. Et c'est tellement compliqué de le trouver que c'est probablement les seuls qu'on n'aura jamais. Voilà, c'est la fin de cette histoire et j'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi j'ai aimé la faire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à déposer un commentaire. Et on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine histoire animalière, donc pensez à vous abonner pour pas la rater. À bientôt!